L'épisode des ondes clandestines aujourd'hui est particulier. Il s'intéresse à une figure de la guerre froide, Reinhard Gehlen, l'espion de Hitler passé à la CIA. L'épisode du podcast de Stéphane Bern sur Espion, une histoire vraie diffusée le 26 août 2023 sur France Inter, s'intéresse à Reinhard Gehlen, figure majeure et controversée du renseignement du XXe siècle. Alors, écoutons son parcours et rôle sous le Troisième Reich sous l'angle de la vision de Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Nous l'écoutons. Stéphane Bern nous parle de l'histoire d'un espion allemand passé à la CIA. Reinhard Gehlen commence sa carrière d'espion pendant la Seconde Guerre mondiale. Promu général à 42 ans, il devient chef du renseignement militaire allemand lors de l'invasion de l'Union soviétique, participant à la guerre totale menée par Hitler. Il affirme par la suite n'avoir agi que par son patriotisme, niant toute son adhésion à l'idéologie nazie ou à l'antisémitisme. Alors bien sûr, il y a eu la transition vers la guerre froide et la CIA. À la fin du conflit, comme de nombreux officiers allemands, Gehlen parvient à s'échapper au châtiment en se mettant au service des vainqueurs d'hier, devenus ennemis de demain, les Américains. Il joue un rôle clé dans la structuration du renseignement ouest allemand, sous l'égide de la CIA, devenant un acteur central de la lutte anticommuniste en Europe. Deux choses très importantes. Stéphane Bern et moi, on se connaît. Parce que Stéphane Bern, il lui a été demandé qui j'étais en 2020 et la réponse qu'il a donnée est extrêmement amusante. Parce que Stéphane Bern, qui se veut être le gardien des couronnes royales et de leurs petits secrets, eh bien, n'a pas su expliquer au parquet de Versailles qui étaient mes vrais parents. Donc Stéphane Bern et moi, c'est une histoire particulière. Toute personne qui m'écoute pourra demander à la BTA de Rambouillet, Brigade territoriale autonome, à la gendarmerie de Rambouillet, et vous apprendrez ça, que Stéphane Bern, il lui a été demandé de répondre à la question si j'étais le fils de Michel ou pas, et il n'a pas su répondre. Parce qu'il n'y avait rien à répondre. Le sénateur roumain Ion Koja avait déjà dit ce qu'il en était. Pareil pour des prêtres roumains, pareil pour l'église roumaine dans son entier. Et pareil pour Daniel Allouer, diplomate suisse d'origine roumaine, qui était la témoin officielle de mon mariage en 2017. Elle avait même fourni son passeport diplomatique pour le dossier à la mairie de Bonnel, dans les Yvelines, parce que l'État suisse reconnaissait ma naissance, de fait. Donc Stéphane Bern et moi, c'est une affaire qui date. Mais Stéphane Bern, comment expliquer ça très poliment, comme ça quand il m'écoutera, il pourra pas répondre de méchanceté, même si c'est un homme qui aime beaucoup regarder de haut les autres, mais il déteste qu'on le regarde de haut lui. Eh bien, comment dire, j'arrive pas à sortir le mot, comment expliquer, c'est sa compromission. Tiens, c'est le mot que je voulais sortir finalement. Avec la défunte reine d'Angleterre et ses 2 fils pédophiles, est extrêmement intéressante. Parce qu'il a été fait chevalier de l'ordre de la Jarretière. Et l'ordre de la Jarretière n'est destiné que aux très hauts fonctionnaires anglais, à la très haute noblesse anglaise et à ceux qui protègent les secrets infamants de la couronne. Pour en revenir à Gehlen, cet espion allemand en fait passé à la CIA, c'est un personnage entouré de mystères et de controverses. Gehlen cultive sa propre légende, veillant à ce qu'aucune photo de lui ne circule, renforçant ainsi son aura de mystère et d'excellence. En 1971, il publie ses mémoires qui rencontrent un grand succès, mais où il embellit largement son rôle et édulcore son passé. À la sortie de son livre en France, une polémique éclate à la télévision entre Constantin Melnick, ancien agent du SDEC, et Alain Guérin, journaliste proche du Parti communiste français, illustrant la controverse persistante autour de sa carrière et de ses choix. Donc Stéphane Bern est le seul Français à avoir été fait membre de l'ordre de la Jarretière, en remerciement de quoi ? Pour l'affaire Jimmy Savile ? Pour l'affaire Epstein ? Pour tant d'autres choses ?
Donc moi, je trouve plaisant que Stéphane Bern parle d'espionnage et finalement dit des choses que d'autres ont écrites pour lui. Hein. Pas imaginer que le savoir de cet homme brillant, au demeurant, hein, moi je n'ai rien contre Stéphane Bern. Ce qui me dérange uniquement, c'est qu'en 2018, quand Martial Léon l'a contacté, il dit « Oh là là, Jean-François Karachi, fouf !» Mais c'est pas une réponse, ça. Hein. Qui est Jean-François Karachi? Voilà. Si soi-disant il n'est pas le fils de Michel, le fils de qui est-il? En effet, Jean-François Karachi pose une réelle question sur sa filiation. Mais en vieillissant, qu'est-ce que je peux ressembler à mon père? Physiquement, j'entends. Pas dans ces petites habitudes malsaines, parce que ça, je les ai pas, moi. J'ai pas hérité de ça. Donc oui, des espions des anciens nazis peuvent être passés à la CIA ou autre, parce que, et c'est ça que je veux expliquer dans ce podcast, être du renseignement, être des services secrets, c'est un savoir-faire. Autant qu'un savoir-être. Parce que être des services secrets, comme je l'explique souvent, et je l'explique aussi dans mes livres, et les livres de Bénédicte Karachi-Bokeh, Georges aux éditions du Net, À la grâce du diable aux éditions du Net, et bientôt à venir, Permis de tuer aux éditions du Net. Être des services secrets, du renseignement, c'est apprendre une méthode de compréhension et d'action des choses. Au titre très local, individuel, comme au titre collectif sur un peuple. Et ça, c'est précieux. C'est un savoir-faire précieux. C'est un savoir-faire qui se monnaie, qui coûte de l'argent, qui rapporte de l'argent. Le marché noir du renseignement est un marché noir très brutal parce qu'on tue beaucoup dans le monde du renseignement et les informations valent cher. Quelqu'un qui possède une information qui intéresse, qui est un intérêt vital pour une autre nation, eh bien peut le vendre très cher. Par contre, la nation trahie tuera et la nation acheteuse, à un moment donné, pourra aussi trahir la personne qui s'est rapprochée d'elle. Parce que le renseignement, les services secrets, l'espionnage, c'est ça. Il y a très peu de loyauté. Et c'est parce que il y a des gens qui croient en leur nation, qui défendent leur pays. On a connu en France, notamment, de grands hommes du renseignement. Ou femmes. On en connaîtra encore. Comme je disais hier par rapport à l'actuelle directrice générale de la DGSI, Madame Berton, que moi j'ai approché quand elle n'était que, entre guillemets, directrice de la sécurité publique du département de la Creuse, je crois me souvenir. Personne ne pouvait savoir à ce moment-là, fin 2017, début 2018, que Cécile Berton allait devenir d'abord patron de l'IGPN, puis patron de la DGSI. Personne à cette date le savait. Eh bien, moi, je le savais. J'ai fait ce pari-là. Il n'y a qu'elle à qui j'ai demandé de rejoindre officiellement l'ordre de la Couronne, si elle était sûre que ma naissance était vraie, et donc qu'elle accepte de lier son nom au mien. Les membres de l'ordre de la Couronne, je ne leur ai jamais demandé d'argent, je ne leur ai jamais demandé de faveur, et je n'ai jamais fait de trafic d'influence. Je n'ai jamais demandé aux généraux de gendarmerie, aux préfets ou aux présidents de tribunaux, membres de l'ordre de la Couronne, de m'aider dans mes affaires judiciaires, parce que ça les aurait malmenés, et je ne le voulais pas. L'ordre de la Couronne n'était pas fait pour ça, et moi, je ne piège pas les autres. Donc, bien sûr, qu'un espion peut aller à droite, peut aller à gauche, parce que c'est avant tout un savoir-faire de à la fois connaître la vérité et le mensonge, de construire une vérité ou un mensonge, ou de déconstruire une vérité ou un mensonge. Comme on peut faire du pain, où que ce soit, eh bien, on peut faire du renseignement, où que ce soit. Et après, bien sûr, il y a ceux qui vraiment tiennent viscéralement à leur nation, comme c'est le cas pour moi en tant qu'à moitié Bourbon par ma grand-mère et ma mère, donc prince de France, puisque fils et petit-fils de princesse de France, et fils et petit-fils de prince allemand, puisque la maison royale de Roumanie n'est pas roumaine, mais elle est franco-allemande.
Michel était prince allemand et ma grand-mère et ma mère sont princesses de France. Donc oui, la CIA n'a rien fait d'exceptionnel. Quand je vois le film Oppenheimer et qu'on trouve ce film exceptionnel. Julius Robert Oppenheimer, 1904-1967, était un physicien théoricien américain, principalement connu pour son rôle de directeur scientifique du projet Manhattan qui a abouti à la création de la première bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est souvent surnommé le père de la bombe atomique. Alors, Oppenheimer, en fait, pour la petite histoire, il est né à New York dans une famille aisée et intellectuelle. Oppenheimer a étudié à Harvard, puis à l'université de Göttingen, où il a obtenu son doctorat sous la direction de Max Born. Il s'est distingué par ses travaux de mécanique quantique, etc., etc. En 1942, il est choisi pour diriger le laboratoire de Los Alamos au Nouveau-Mexique, où il rassemble une équipe de brillants scientifiques pour développer la bombe atomique dans le cadre du projet Manhattan. Je vous renverrai vers le film en question dont évoque Jean-François Karachi. Peut-être, l'est-il, et j'ai pas compris la subtilité du film, mais ça ne reste qu'un scientifique qui a découvert quelque chose de dangereux pour l'humanité au profit des nazis et qui est allé le mettre au bénéfice des Américains. Voilà, c'est l'espionnage, c'est ça. Alors on retourne des espions, soit en les piégeant par des compromates, des compromissions, soit en les convainquant que ce qu'ils défendent n'est pas bon et que l'herbe est plus verte ailleurs. Ou par amour aussi. Il y a beaucoup de gens qui, certains très fidèles à leur pays, mais ayant pour une raison, pour une autre, été séduits par une autre nation ou une autre membre d'une nation, eh bien, chute. Dans la série The Americans, il y a cette secrétaire de direction au FBI, au service du contre-espionnage, qui est très américaine, très fidèle à son pays, et puis elle tombe amoureuse d'un espion russe, et elle se retrouve à devoir fuir les États-Unis pour la Russie, où elle se retrouve dans une scène dans un magasin vide, où elle est obligée pour survivre d'apprendre cette culture qu'elle ne connaissait pas et qu'elle n'aimait pas. Donc, le fantasme des espions que peuvent avoir certains, pour moi, c'est comme le fantasme de la mafia. Les films et les livres ont fait trouver génial la mafia et ont fait trouver génial l'espionnage. Non, les mafieux comme les espions sont des manipulateurs, des menteurs, des tueurs, des voleurs, des escrocs, tout ce qui va pas. Et soi-disant au nom d'un intérêt d'une nation, un intérêt de quoi? Si, par exemple, prenons un exemple, si la France fait tuer quelqu'un à l'étranger, au nom de ses intérêts supérieurs de la nation, au nom des intérêts supérieurs de la nation, tu vas tuer qui? Pourquoi? Donc c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est de se dire que, et c'est comme ça que je résumerai mon podcast, que je ne souhaite pas trop bavard, bien sûr, qu'il y a des hommes du renseignement qui vont et viennent. Moi, j'ai travaillé pour 2 anciens premiers ministres israéliens sur les questions de renseignement. Ils m'ont choisi parce que, comme je vous l'ai expliqué, j'avais découvert que je n'étais plus actionnaire de l'ICI Karachi, alors que j'ignorais que j'étais actionnaire de l'ICI Karachi, mais ce processus de pensée qui m'a fait découvrir ce fait les a convaincus de me récupérer. Parce que François-Joseph Karachi, c'est ça, c'est un homme qui a comme actionnaire des gens qui ne savent pas qui sont ses actionnaires. C'est un homme qui utilise un faux tampon de la DAS pour m'adopter, et ça marche, parce que en tant que membre des services secrets italiens, il savait comment rendre un mensonge parfaitement réel. L'inspectrice de la DAS qui avait dit non a su que j'étais adopté. Par quelle opération du Saint-Esprit? Eh bien, cette femme n'a pas pu défaire l'adoption. Cet homme, François-Joseph Karachi, a fait passer sa secrétaire Véronique pour sa femme devant le notaire de Pignan, dans l'Hérault, en 78, 79, 80, pour gager tous les biens immobiliers d'Olivia Karachi Moragues et de ses parents pour que lui puisse faire fortune. Mais il n'a pas remercié sa femme Olivia Karachi Moragues de cela, puisqu'elle-même elle ignorait qu'elle avait fait cela. Il a voulu la ruiner au divorce. Eh bien non, moi j'ai été là pour défendre Olivia Karachi et mais ma punition,
ça a été ce que vous savez de moi dans la presse, c'est-à-dire que d'un coup, j'ai été le salaud. Et non, j'étais pas le salaud. J'ai payé mes études supérieures en étant pompier volontaire saisonnier à Vaille-aux-Caisses, au SDIS 34. Et je faisais ma préparation militaire supérieure à Draguignan en juin 2004, pendant soi-disant, au même moment, soi-disant, où j'acceptais d'être déshérité dans la SCI Karachi. Bien non, il y a eu des faux en écriture faits par François-Joseph Karachi et son avocate de l'époque, et aussi son expert comptable qui, après l'affaire Karachi, a cessé d'être expert comptable. Il est devenu patron d'une entreprise céréalière à Lunel. Vous regarderez Papers ou Société.com, Infogreffe, la SCI Karachi, avec comme co-gérant François-Joseph Karachi et Sandrine Bignoli. Et vous verrez que tout ça sont des faits. Mais si je vous reparle de ça, c'est parce que le renseignement permet cela. Le renseignement permet, par exemple, moi, officiellement, je suis né en octobre 1984 à Saussan dans l'Hérault, alors que je suis né en avril 81 à Aubonne en Suisse, et passé par la case orphelinat roumain grâce au service secret roumain proche du roi, dont la famille d'Obrescu, dont M6 était censé devoir parler au travers de Maurice Néra et qui d'un coup a disparu du paysage. J'ai des mails et des textos de Maurice Néra qui me disent oui, la famille d'Obrescu proche du roi veut témoigner du fait que vous leur avez été confié, que vous êtes bien le fils de Michel. C'est pas une vérité que j'ai construite, c'était une vérité qu'on m'a vendue et qui a disparu entre-temps, sur la volonté soit de Margaret de Roumanie, soit de François-Joseph Karachi. D'ailleurs, dans le livre À la grâce du diable, aux éditions du Net, Georges Cardel explique comment Joseph Cardel était très proche de la famille royale et comment certaines choses ont été mises en place. Donc, il y a des gens très bien dans l'enseignement, il y a des gens très loyaux dans leur enseignement, et puis il y a des gens très incompétents et très infidèles. Comme partout. Le problème du renseignement et des services secrets, c'est que c'est ce que j'expliquais, la direction Hasard avec Andréotti. Ce sont des gens qui construisent votre vie sans que vous le sachiez. Et vous gagnez au loto, vous avez un accident, vous rencontrez une personne par hasard qui va bouleverser positivement ou négativement votre vie, eh bien ça peut être l'œuvre des services secrets et non pas l'œuvre d'un ange gardien ou du bon Dieu. Gehlen fut un acteur central du renseignement militaire allemand sur le front de l'Est, jouant un rôle stratégique dans la collecte et l'analyse des informations sur l'armée rouge. Il a tenté d'infléchir la politique nazie en faveur d'une utilisation politique des populations soviétiques sans succès. Son opposition à Hitler, bien réelle sur le plan stratégique, ne s'est jamais traduite par une rupture ouverte ou une résistance active. À la fin de la guerre, il a su capitaliser sur ses connaissances pour assurer sa survie et préparer son rôle dans la guerre froide, devenant un pion majeur du renseignement occidental. Gehlen a toujours nié toute opposition au nazisme, affirmant avoir agi pour l'Allemagne et non pour Hitler. Cependant, il a servi fidèlement le régime jusqu'à la fin et a recruté après la guerre de nombreux anciens nazis dans ses réseaux. Son rôle dans la guerre d'extermination à l'Est est indirect, mais il a été un des rouages essentiels de la machine de guerre allemande sur ce front. J'espère que cette émission vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur les ondes clandestines. Merci Jean-François.